Bonjour. Alors, on continue d'explorer les mystères de l'énergie et la science de la décarbonation. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une question cruciale. Faut-il augmenter le rendement énergétique ou bien réduire l'énergie utile? Quelle est la meilleure clé pour la décarbonation? Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'énergie utile? Alors, imaginez que vous partez en voyage en voiture. Vous avez une certaine quantité d'énergie dans le réservoir, mais combien de cette énergie est réellement utilisée pour vous déplacer? C'est là qu'intervient la notion d'énergie utile. L'énergie utile, c'est la partie de l'énergie totale qui est effectivement convertie en travail ou en service désiré. En d'autres termes, c'est l'énergie qui sert vraiment à quelque chose. Par exemple, pour une voiture, l'énergie utile, c'est celle qui sert au déplacement, celle du mouvement. Et donc, c'est celle qui permet de surmonter des résistances, comme l'air, alors on parle de résistance aérodynamique, ou le frottement des pneus sur la route. Ça, c'est la résistance au roulement. Alors maintenant, le rendement énergétique. Ça, c'est un concept clé pour comprendre comment bien utiliser l'énergie. On le nomme souvent de la lettre grecque eta. Alors, il est défini par le rapport entre l'énergie utile et l'énergie totale consommée. On l'exprime souvent en pourcentage. Plus ce pourcentage est élevé, plus le système est efficace. Pourquoi c'est important? Dans notre monde moderne, chaque fois que nous utilisons de l'énergie, il y a des pertes. Rien n'est parfait. Mais pour une planète plus verte, nous devons maximiser le rendement énergétique. Ça revient à minimiser les pertes. C'est crucial pour la décarbonation. Pour une même énergie utile, on veut diminuer l'énergie totale et donc réduire notre empreinte carbone. Alors, pour une meilleure efficacité, on pourrait aussi réduire tout simplement l'énergie utile. Concrètement, sur un exemple, si on reprend l'exemple de notre voiture, l'énergie utile, on l'a vu, c'est l'énergie de mouvement, ou plutôt le travail mécanique nécessaire pour le déplacement de la voiture. Donc le travail des forces appliquées à la voiture pour la déplacer. Et l'énergie totale, elle va dépendre de la source d'énergie utilisée, telle que l'énergie chimique dans les carburants pour les moteurs à combustion interne, ou bien l'énergie électrique des batteries si vous avez un moteur électrique. Alors on va regarder les deux cas. Si on prend un moteur à combustion interne et qu'on suppose que le moteur thermique consomme 5 litres au 100, on l'a déjà vu, le pouvoir calorifique de l'essence est connu. Je vais prendre ici 47,3 mégajoules par kilogramme. Alors l'essence a une densité de 0,75. On peut donc en déduire l'énergie chimique contenue dans l'essence. Elle est d'environ 35 mégajoules par litre. Alors, on a besoin, on a dit, de 5 litres. Donc je multiplie 5 litres par 35 mégajoules par litre. Ça donne une énergie totale de 175 mégajoules pour faire 100 bornes. On peut regarder pour le moteur électrique, l'énergie est mesurée en kilowattheure. Selon les données constructeurs, le moteur consomme 180 Wh par kilomètre. Donc pour parcourir 100 km, ça équivaut à 18 kWh. Alors il nous faut de nouveau faire une petite conversion. 1 kWh, c'est 1000 watts que je multiplie par 3600 et donc ça fait 3,6 mégajoules. On multiplie par nos 18 kWh et notre voiture électrique va avoir une énergie globale de 65 mégajoules pour faire 100 km. Alors comment estimer l'énergie utile? Alors on pourrait penser a priori que l'énergie de mouvement est due à la variation de l'énergie cinétique. Vous vous rappelez, 1,5 de mv carré. Cependant, si la voiture se déplace à vitesse constante, il n'y a pas de variation d'énergie cinétique. En fait, pour une voiture, le travail effectué consiste principalement à surmonter deux types de résistance. C'est la résistance aérodynamique et la résistance au roulement. Alors ça, c'est un concept fascinant, n'est-ce pas? En effet, contrer ces résistances est ce qui rend l'énergie utile vraiment utile. En d'autres termes, l'énergie dépensée pour surmonter ces résistances permet à la voiture de se déplacer efficacement. Alors, essayons de calculer cette énergie due à la résistance aérodynamique. La force de traînée aérodynamique, on va la noter Fd, est calculée comme suit. Rho, c'est la masse volumique de l'air, qui est à peu près 1,25 kg par mètre cube, si on se met au niveau de la mer. CD, c'est le coefficient de traînée. Alors, on peut prendre, pour une voiture typique, un coefficient de 0,32. A, c'est la surface frontale. Pour une voiture typique, on peut assimiler à 2,2 mètres carrés. Et enfin, V, ça va être la vitesse moyenne. On va prendre ici 18,5 mètres par seconde.
Et donc le calcul donne une force de traînée qui fait 68 newtons. Donc le travail nécessaire pour surmonter cette résistance sur 100 km, eh bien, c'est FD fois D, 68 newtons que je multiplie par 100 km, et donc ça me fait 6,8 millions de joules. 6,8 mégajoules. Alors, regardons maintenant l'énergie due à la résistance au roulement. La force de résistance au roulement, on la note FR, et donc elle se calcule par CR fois mg. Alors CR, ça va être un coefficient de résistance au roulement. On prend ici 0,015. Ça va dépendre effectivement de la qualité des pneus, de l'état de la route. M, ça va être de la masse de notre voiture, on va prendre 1,5 tonne. Et G, c'est l'accélération due à la gravité, de l'ordre de 9,8 mètres par seconde moins 2. C'est une accélération. Alors, une première estimation vous donne que FR, ça vaut 220 newtons. Alors, si je veux l'énergie nécessaire pour surmonter cette résistance sur 100 km, je remultiplie par 100 km et je trouve 22 mégajoules. Donc, pour avoir l'énergie totale, c'est-à-dire pour surmonter la résistance aérodynamique et celle du roulement, ça va nous donner 29 mégajoules. On a ajouté ED et ER. Alors, vous avez compris ici que les énergies de résistance, aérodynamique et roulement sont considérées comme des formes d'énergie utiles, car elles sont nécessaires pour maintenir le mouvement du véhicule. Ce ne sont pas des pertes. Alors, essayons d'estimer les pertes d'énergie, c'est-à-dire les énergies dissipées, soit sous forme de chaleur ou d'autres inefficacités du système qui ne contribuent pas au travail utile. Par exemple, tous les problèmes de transmission d'énergie entre l'arbre moteur et la rotation des roues. L'énergie perdue, c'est rien d'autre que l'énergie totale à l'origine, moins l'énergie utile. Et ça, derrière, c'est le principe de conservation de l'énergie. Alors, quelles sont les performances énergétiques? On va regarder le rendement et l'efficacité. Alors, on l'a vu, le rendement énergétique est défini par le rapport entre l'énergie utile produite par le système et l'énergie totale consommée. Alors, si on prend notre moteur thermique, alors on peut en déduire un rendement en divisant 29 mégajoules par 175 mégajoules, et si on multiplie par 100 pour avoir un pourcentage, ça nous fait 17%. Alors, si on effectue le même calcul maintenant pour une voiture électrique, le rendement électrique, vous divisez 29 mégajoules par 65 mégajoules et vous avez 45%. Ça, c'est à comparer au rendement idéal donné par les constructeurs pour le moteur seul, qui est souvent annoncé de l'ordre de 90%. Mais attention, l'ensemble du véhicule aura un rendement beaucoup moins élevé que le moteur seul. Ce que nous venons de calculer est beaucoup plus réaliste pour l'efficacité globale de la voiture. On prend en compte ici les pertes de transmission et toutes les inefficacités que l'on ne voit pas dans le rendement du moteur. L'efficacité peut passer aussi par réduire l'énergie utile nécessaire, réduire le besoin. Alors comment? On l'a vu en diminuant les résistances, en diminuant la masse de la voiture, en réduisant la vitesse, en améliorant l'aérodynamisme et même dans le choix de nos pneus. Imaginez une voiture de sport aérodynamique électrique conduite à une vitesse réduite. Un changement de comportement, ça serait tout aussi pertinent, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est l'efficacité énergétique des systèmes qu'il faut prioriser ou bien la réduction de l'énergie utile? Un SUV énorme avec un moteur électrique, est-ce vraiment raisonnable? Alors vous avez maintenant toutes les formules pour vous faire une idée éclairée. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Vos avis nous intéressent énormément. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt.